Quertz Livre, Isabelle Carcélès. Bonjour Lucienne Perry. Bonjour. Vous venez nous parler de votre dernier ouvrage, Le Jardin de la mémoire, qui est sorti aux éditions Alia, qui est un délicieux récit illustré de photos en noir et blanc. Alors vous êtes auteur et spécialiste de l'art brut, et vous nous racontez donc la vie d'Armand Schulthess, effacé, silencieux, timide, à l'attitude humble et modeste, selon ses collègues. Et on va garder ces adjectifs en tête pour la suite. Armand Schulthess, donc, il a plusieurs vies. La première partie de sa vie se déroule de manière plutôt conforme aux usages, entre sa naissance et ses 50 ans. Dans votre ouvrage, vous nous la décrivez, cette vie, cette double vie, comme, je trouve, dans un roman à suspense. C'est comme ça que vous l'avez reçu, vous ? C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du suspense, parce qu'en fait, c'est étonnant de se dire que cette personne, Armand Schulthess, apparaît comme quelqu'un d'effacé, quelqu'un que l'on ne remarque pas. Ses collègues, c'est-à-dire ses collègues dans le grand bureau à Berne de la Confédération, il est commis de la chancellerie, et là, en fait, c'est bien tous ses collègues estiment que cet homme est un homme qui épargne, qui a envie de peu dépenser, qui est même près de ses sous, qui s'exprime peu, qui a une vie complètement plate, bidimensionnelle, sans relief, rien du tout. Et puis, au fond, les gens se trompent. Et c'est cela qui crée le suspense, me semble-t-il. C'est ce contraste que vous allez nous révéler après. Alors, on trouve plusieurs faits marquants dans l'histoire d'Armand Schulthess par rapport au parcours habituel des artistes d'art brut, que vous connaissez fort bien, que vous nous apprenez à connaître aussi. Alors, quand je dis parcours habituel, en fait, il s'agit toujours de destinées extrêmement singulières, finalement. Mais ce qui me frappe en premier, c'est que la maladie, le handicap, le sort contraire, les traumatismes, tout ça, ça semble manquer dans cette vie d'Armand Schulthess, si ordinaire au départ. Tout de même. Il a été marié 2 fois, divorcé 2 fois. Ça, c'est pas des traumatismes marquants. Ah, ça peut l'être, je crois. Et puis, il a eu un enfant, il a perdu un enfant à l'âge de 8 ans. Il me semble quand même, il a été un peu troublé, malmené par la vie, mais peu importe, parce qu'en fait, il arrive à rebondir et à trouver une manière de se consacrer à la création qui va l'aider à vivre et l'aider à se livrer à une partie très fictive dans son existence, en fait. Et alors, c'est juste à partir de 50 ans, en fait, qu'il y a cette espèce de rupture et de changement complet, et que cet homme timide et effacé va laisser place à cette créativité, à ce désir de s'exprimer. À 50 ans, c'est vrai qu'il largue les amarres, qu'il quitte précisément Berne, la Confédération, son emploi, sa vie bien réglée, mais bien assurée aussi. Et puis, sa relation avec les autres, avec les personnes qui lui sont proches. Il quitte tout, cet exil est social, il est amical, il est géographique, puisqu'il quitte Berne et il va s'installer au Tessin, dans le sud de la Suisse, et il est aussi mental, cet exil. Mais il faut savoir que tout ne commence pas à 50 ans. En fait, il avait déjà en tête de se retirer et de vivre une retraite tout à fait hors du commun. Quelques années auparavant, il était déjà en train de réunir, de récolter toutes sortes d'informations et de créer, mais sans en souffler mot à quiconque, de créer une œuvre qui allait être destinée à lui-même uniquement. En fait, il créait des cahiers, des ouvrages, des livres où il collectait des informations concernant toutes sortes de domaines, que ce soit des domaines scientifiques, artistiques, politiques, les connaissances au sens très large du terme. Donc à 50 ans, il n'arrive pas sans bagage. Ça n'est pas un voyageur sans bagage qui arrive à Auresio, ce petit village en dessus de Locarno. Il arrive avec, dans ses valises, 70 bouquins, 70 bouquins qu'il a confectionné lui-même, où il a écrit d'une écriture manuscrite, où parfois il y a des passages qui sont écrits à la machine à écrire, il y a d'autres fois des collages de textes qu'il a découpés, qu'il a récupérés et qu'il a réunis, d'autres fois quelques dessins, bref, 70 cahiers absolument extraordinaires. Et tout cela, ça va constituer une bibliothèque insolite, insolente presque, une bibliothèque qui va constituer la source même de toute son aventure.
Parce que à Auresio, il va transformer la châtaigneraie qu'il avait aussi achetée quelques années auparavant. Cette châtaigneraie, il va la transformer en une forêt absolument extraordinaire, en une forêt magique. Une bibliothèque d'arbres d'une certaine façon. Hein. Il y a il y a un côté très très littéraire dans cette histoire d'Armand Schulthess. Oui. D'ailleurs, deuxième fait marquant, 2 écrivains suisses, d'abord Corinne Aby puis Max Frisch, vont lui consacrer chacun un texte. Oui. Alors on y reviendra, mais c'est assez dire la fascination de ce personnage hors norme. Et puis, plus que lui, c'est son terrain qui l'incarne, ce qui le révèle, qui est l'objet littéraire en soi. Alors cette propriété d'Auresio dont vous nous avez parlé, dans le Val Onsernone, est l'œuvre de la deuxième moitié de la vie de Armand Schulthess. C'est là qu'il s'installe, après cette rupture. Vous nous expliquez combien tout se préparait de façon souterraine. Oui. Et il avait 50 ans en 1950. Oui. Puisqu'il est né au début du XXe siècle. 50 ans en 1950, c'est vieux déjà, en fait. Hein. C'est vieux et tout n'est pas perdu. C'est bien ce qu'il se dit, puisqu'il se lance dans une aventure absolument folle, extravagante au possible. En fait, il va tenter de réunir tous les savoirs dans sa forêt. Alors, comment est-ce qu'il va faire ? Eh bien, tout simplement, il se procure beaucoup de boîtes de conserve. Et il coupe le haut et le dessous, donc ça lui donne des plaques métalliques sur lesquelles il va écrire avec une aiguille à tricoter ou un bâton émoussé, et il écrit avec de la peinture à l'huile des informations concernant l'opéra, la cuisine chinoise, la cuisine japonaise, la cybernétique, les mathématiques, la physique nucléaire, la médecine, la psychologie, la psychiatrie, bref, tout y passe, la sexualité, l'amour, toutes sortes d'informations qui concernent la totalité des connaissances. Tout l'intéresse, il n'y a pas de barrière et surtout il n'y a pas d'hiérarchie. Il va écrire sur 1 millier, peut-être même plusieurs milliers de plaques. Et toutes ces plaques vont être placées dans les arbres. Alors peut-être pour se représenter, pour que les auditeurs se représentent la chose, on parlait du jardin de la mémoire, c'est le titre de votre ouvrage. Mais ce jardin, en fait, il est immense. C'est un très grand terrain aussi. Ah oui, c'est ça. Ah oui, et il va de plus en plus grandir. Vous allez voir pourquoi. En fait, c'est un terrain, d'ailleurs, qu'il va commencer par aménager, et des petites aires de repos, des sentiers, des petits chemins. Il l'organise, il le prend en main et il l'apprivoise. Et c'est dans ce terrain qui est bien réglementé, d'une certaine manière, qu'il va accrocher aux arbres et au tronc des arbres, les petites plaques métalliques recouvertes d'inscriptions dont je parlais tantôt. En fait, le jardin lui-même sera très très bien organisé. D'ailleurs, il y aura la partie qui concerne les mathématiques, une autre aire qui concerne la sexualité, une autre qui concerne tel domaine ou tel domaine. En fait, tout sera bien organisé et contrairement à ce que Corinne Aby dit dans son texte, parce qu'elle est tout à fait étonnée, elle a l'impression que c'est un embrouillamini, eh bien, en tout cas pas au début. Vraiment, Armand Schulthess organise son jardin des connaissances, son jardin de la mémoire. Comme les rangées d'une bibliothèque. Voilà, exactement. Il est très méticuleux, mais évidemment, au fil du temps, il se fait un peu prendre à son propre piège, dans le bon sens du terme, évidemment. Il se fait prendre à son propre piège parce qu'en fait, les informations, la connaissance, le savoir est gigantesque et en plus, au fil des ans, les découvertes se font de plus en plus nombreuses et il doit pallier au fait que, il n'arrive pas à tout embrasser d'une certaine manière. Alors il achète d'autres parties pour agrandir son jardin et finalement, ça sera 48 hectares. Donc vraiment un très très grand terrain dévolu à ses connaissances qui s'amplifient et qui progressent toujours. Donc la nature, c'est le support même de sa création qu'il lie, donc cette nature, il la lie vraiment étroitement avec le savoir. Armand Schulthess meurt en 1972. En 1973, tout est brûlé sur demande de ses héritiers. Pourquoi, Lucienne Perry ? Moi, je crois en fait qu'il y a une sorte d'autodafé qui montre que Armand Schulthess, par la grande majorité, n'a pas été compris et ne pouvait pas être compris.
Il était trop fantasque, les idées étaient trop étonnantes, il va à l'encontre de manière trop libre des conventions, des normes et des règles. Son projet était utopique, formidablement poétique, et je crois qu'un homme comme ça qui s'extrait de la société et qui devient ermite, eh bien, de très très nombreuses personnes ne comprennent pas du tout ce dont il s'agit, n'estiment pas du tout avec respect ce qui a été fait, et puis ne peuvent pas comprendre qu'il y a une valeur. Heureusement, fort heureusement, des artistes, que ce soit des artistes ou des écrivains, ceux que l'on a évoqués, mais aussi des artistes comme Ingeborg Lüscher, cette artiste allemande, et puis Gerald Minkoff et Madame Oelesen, aussi sa femme, eh bien, tous deux se sont vraiment intéressés de près à cette création-là. Et puis il y a aussi Hans-Ulrich Schlumpf, qui lui a fait un film sur lui. Heureusement, quelques artistes, mais c'est une poignée d'artistes, une poignée d'intellectuels qui se sont intéressés de près à cette œuvre. Malheureusement, les autorités tessinoises n'ont rien fait pour aller à l'encontre de cette autodafé, malheureusement. Donc il reste quelques photos, on peut en voir certaines dans votre ouvrage Le Jardin de la Mémoire. Il reste un film, et puis il reste ces descriptions. Par exemple, ces deux textes dont j'ai parlé tout à l'heure, auxquels on va s'intéresser. Alors, chronologiquement, il y a d'abord Le propriétaire de Corinne Bille, qu'on trouve dans le recueil de nouvelles L'enfant aveugle, qui est paru en 1955. Alors, dans cette nouvelle, Corinne Bille raconte avec sa finesse et sa très grande sensibilité habituelle une promenade qu'elle a faite avec des amis lors d'un séjour au Tessin. C'était en 1953. La promenade improvisée les amène à découvrir un lieu tout à fait saisissant, qu'elle va croquer dans une nouvelle. « Pour quelques jours, j'abandonne mon roman car cette nouvelle me passionne », écrit-elle à votre mère, vous le racontez dans votre ouvrage. Corinne Bille baptise le propriétaire de ce lieu aux pentes abruptes où nous avons vu des choses effarantes du nom de Gaston Klugelweiss. Pour se protéger, pour le protéger, est-ce qu'on le sait en fait, pourquoi elle a changé son nom? Parce que, si j'ai bien compris, son nom figurait un peu partout dans son jardin. Le vrai nom d'Armand Schulthess. Pas vraiment partout, mais enfin, je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu envie, comme l'a fait Max Frisch, de transformer le nom de cette personne, comme si, de toute façon, ce personnage était onirique. Tient du rêve, tient de la fiction. C'est un homme qui semble être une créature inventée, et pourtant il est bel et bien réel, et il a bel et bien créé une œuvre réelle, tangible et visible. Heureusement que des photos en témoignent. Alors voilà ce que raconte Corinne Bille, voilà comment elle a vu ce lieu. Je ne cessais de m'ébahir. Un grand panneau géographique d'1,50 m de haut, peint sur du contreplaqué, avec le même soin que tous les autres, vantait les charmes des 3 propriétés Gaston Klugelweiss, car on apprenait qu'il en avait 3. Les mots « beautiful »,« camping » jalonnaient les pistes bleues et l'on revoyait le petit lac. Il y avait très peu de mercantilisme dans toutes ces manifestations hôtelières et naïves. Un vieux fragment de miroir au teint usé me renvoya mon visage. Au fond, comme un rideau, était suspendue une carte très détaillée du Tessin. À la fin de la nouvelle, Corinne Bille décrit le propriétaire de cet endroit. Elle dit « J'aperçus un personnage vêtu de noir, tenant au bras un panier d'osier. Il marchait d'un pas solide, un pas de vieux paysan des montagnes. Il dépassa le tertre du jeu de croquet, la dynamo avant, et, quittant la route abandonnée pour les buissons roux, il se mit à descendre dans la gorge, à descendre, descendre. » Ça, ce sont les dernières lignes de cette nouvelle de Corinne Bille, le propriétaire. Les gens qui ont rencontré Armand Schulthess sur ces terres sont très rares en fait. La manière dont l'écrivaine nous en parle évoque l'animal sauvage, furtif, farouche même. Oui, au fait, c'est ça qui est étonnant avec Armand Schulthess, c'est qu'en fait, il part de son idée de spatialiser les connaissances, de manière polyglotte d'ailleurs, parce que toutes les inscriptions étaient formulées en 5 langues, français, anglais, allemand, italien et puis hollandais, mais au fond, l'idée étonnante et tout à fait paradoxale était de créer ce jardin des connaissances pour un éventuel promeneur. Et pourtant, dès que quelqu'un s'approche de lui, dès que quelqu'un entre dans son jardin, hop, il s'échappe, il fuit.
Donc il y a à la fois une envie très forte d'entrer en contact, mais dans un autre sens, à l'inverse, une incapacité d'être en contact avec d'autres personnes. Mais tout de même, il y a quand même une personne dont on n'a pas assez parlé, c'est Ingeborg Lüscher, qui est à cette époque, à un peu plus de 20 ans, c'est une jeune créatrice allemande qui vit dans un village très près de Auresio et qui a entendu parler de cet ermite et qui a vraiment très très envie de le découvrir, de le rencontrer. Impossible. Pendant 9 mois, elle va apporter toutes sortes de nourriture et puis toutes sortes de matériaux, des journaux, des magazines et des boîtes de conserve pour que Armand Schultes s'alimente, dans tous les sens du terme, à ce qu'elle lui apporte. Et puis au bout de 9 mois, tiens, c'est symbolique, eh bien, il accepte d'entrer en contact avec elle et pendant plusieurs années, elle va être tous les mercredis avec lui, discuter, découvrir son œuvre, etc. Donc en fait, parfois, il acceptait tout de même d'ouvrir sa porte, d'une certaine manière, d'ouvrir cette porte dans ce jardin en plein air pour échanger avec elle et puis pour essayer de lui faire un peu comprendre quelle était sa démarche. Et je crois qu'Ingeborg Lüscher est aussi à prendre en considération. C'est vrai, Corinna Bie, c'est vrai, Max Frisch, mais Ingeborg Lüscher, elle, en 72, fait paraître un livre sur Armand Schultes avec toutes sortes de descriptions du personnage et beaucoup, beaucoup d'images. Et ce sont les images, principalement, de Ingeborg Lüscher qui apparaissent dans mon livre aujourd'hui. Alors l'approche de Max Frisch, puisqu'on en parlait, elle est tout autre, puisque lui, il conserve l'aspect visuel très particulier de la propriété, avec les découpages de bibles, d'encyclopédies, ses thématiques variées, géologie, zoologie, histoire, tourisme, enfin tout ce que vous nous avez déjà décrit. Et lui, il voit en fait dans cette solitude, dans cet isolement, un univers angoissant, et les installations du propriétaire, lui il le rebaptise Monsieur Geiser, visent selon lui à tenir à distance la peur de la mort. Alors c'est en fait une énigme existentielle qui couvre une énorme superficie, ce jardin de la mémoire, qui pose cette question de comment est-ce qu'on fait face à la solitude, à la vieillesse, quels sont nos moyens physiques, psychiques et financiers. Oui, en fait, il fait face à cette peur de la mort, nous dit Max Frisch. Eh bien, je crois que beaucoup de personnes font tant bien que mal ce qu'elles peuvent pour faire face à cette angoisse de la mort. Moi, ce qui me frappe chez Armand Schultes, mais comme chez beaucoup, beaucoup d'auteurs d'art brut, c'est la manière avec laquelle ils résistent, la manière avec laquelle ils essaient de garder la tête hors de l'eau et d'apporter une réponse par une création absolument extraordinaire, hors du commun, extravagante, fantasque. C'est ce qu'a fait Armand Schultes. Oui, il est vrai, il y a quelque chose de peut-être un peu troublant, passablement troublant, de singulier, d'effrayant peut-être, dans cette envie... De démesuré. Oui, d'être démesuré. Mais moi, c'est aussi ce qui m'éblouit, justement, cette manière de frayer avec l'infini, et d'essayer de réunir dans la forêt la connaissance. C'est en cela que je trouve qu'il y a un écho absolument extraordinaire avec des philosophes de l'Antiquité grecque qui, eux aussi, travaillaient la connaissance, qui, eux aussi, luttaient contre le malheur et le désarroi en essayant d'apprendre et de développer leurs connaissances en pleine nature. Vous voyez, moi j'ai l'impression que les artistes d'une manière générale, et puis les auteurs d'art brut en particulier peut-être, tentent par leur création très souvent de penser, avec A ou avec E, de penser pour en fait réparer le monde, pour essayer de trouver une place qu'on ne leur a peut-être pas forcément donnée dans le monde, et surtout se laissent embrigader avec une inventivité infinie pour inventer un monde, inventer un nouveau monde qui est le leur, dans cette solitude, ce secret, ce silence. Vous
terminez votre ouvrage Le Jardin de la Mémoire comme ceci, Lucienne Perry. Ce labyrinthe poétique constitue un acte de résistance symbolique. Dans la plus grande solitude et avec une détermination sans faille, l'ancien fonctionnaire a tenté de réorganiser le cosmos et de réordonner la pensée humaine. Et c'est le verbe tenter que vous avez choisi. Toute la beauté du geste réside dans cette tentative, même si y parvenir est au-dessus des forces de quiconque, finalement. Bien sûr, au-dessus des forces de quiconque, et d'Armand Schulthess. Mais au fond, ce qu'il nous dit, c'est que peu importe. L'important, c'est de faire, d'essayer et de divaguer. Et grâce à vous, et grâce aux autres témoins qu'on a évoqués avec vous, et grâce à ce livre, Le Jardin de la Mémoire, on peut retourner en pensée dans ce jardin. Bienvenue. Merci beaucoup, Lucienne Perry. Je rappelle que votre livre sort aux éditions Alia.